Excuse-moi. Ouais? Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Bonjour tout le monde, vous êtes bien sûr le Campus FM à Toulouse et vous écoutez Enfin Peut-être, l'émission du Rasoir Doc, l'association qui promeut l'esprit critique. C'est encore moi et je vais encore vous raconter des histoires, mais des fausses histoires qui ont eu des répercussions dans la vraie histoire. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous recevons des militants de la coordination unitaire antifasciste d'Ariège qui luttent contre les idées d'extrême droite, que ces idées relèvent de la théorie du complot ou non. On va donc parler de fascisme et de complotisme. Et vous commencez peut-être à remarquer mon amour pour les définitions. Voici donc les définitions de base pour survivre, non seulement à l'émission, mais surtout dans le monde. Parce que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, chers auditeurs, nous enregistrons cette émission le mercredi 6 novembre 2024. Et Trump vient de gagner les élections présidentielles états-uniennes. Nous sommes dans l'ère du temps. Youpi. Commençons par le fascisme. À l'heure où tout le monde se traite de facho, il est temps de remettre le nez au milieu de la figure, parce que les mots, c'est des trucs précis. Le fascisme repose sur plusieurs piliers, mais je ne vais vous en expliquer que 3, pour des raisons évidentes de temps. Donc les 3 piliers, le nationalisme d'abord, qui repose sur l'exaltation du sentiment d'appartenance à un pays, le fameux « on est chez nous » ou « la France aux Français ». En sont les slogans. Rien de mal à se sentir appartenir à un pays, non? Sauf que ce sentiment fort a une tendance à solutionner tous les problèmes politiques du dit pays. En plus, il s'accompagne souvent du deuxième pilier du fascisme, le racisme. Or, le racisme, c'est avant tout une théorie qui dit qu'il y a des races dans l'espèce humaine et qu'il y a une hiérarchie dans ces races. Et la race supérieure serait bien évidemment la race blanche. Théorie bien pratique lors de la mise en place de l'esclavage en Occident. Des intellectuels ont tenté de prouver son fondement scientifique au XIXe siècle, mais on sait aujourd'hui que c'est des grosses conneries. Le troisième pilier, c'est un pouvoir fort, avec un ou une chef d'État qui personnalise le pouvoir. L'État met en place une police politique, les citoyens et les citoyennes perdent leurs droits, leurs libertés. Cet État promeut souvent un passé fantasmé, le « c'était mieux avant ». Gardez bien en tête que le fascisme repose, entre autres, sur 3 piliers, le nationalisme, le racisme et le pouvoir fort. Pour une définition plus exhaustive, vous pouvez aller lire « Reconnaître le fascisme » d'Umberto Eco, prendre n'importe quel écrit de Johann Chapoutot ou lire Gramsci. Là, je vous entends dire que j'ai oublié le complotisme. Eh bien non, chers auditeurs de Campus FM, je n'ai pas oublié. Je vais vous donner une définition relativement large. Les théories du complot, c'est croire ou faire croire que des forces obscures agissent dans l'ombre pour nous nuire. Par exemple, en 1903, en Russie, des juifs et des francs-maçons ont écrit un plan secret pour dominer le monde. Ce plan, nommé les protocoles des sages de Sion, a été mis au jour par la police secrète du tsar Nicolas II. Évidemment, il n'a pas été écrit par les juifs et les francs-maçons, mais par la police secrète elle-même. Le plan, le vrai, pas celui de la conquête du monde, était de convaincre le tsar Nicolas II que l'industrialisation du pays, les réformes sociales, tout ça, c'était pas une bonne idée. Et c'était aussi pour justifier plusieurs pogroms qui avaient lieu alors. Et le saviez-tu, mais un certain Adolf Hitler a repris ce texte dans Mein Kampf et dans l'idéologie nazie pour soutenir la politique antisémite. Mais aussi toute une flopée de penseurs d'extrême droite de toute nationalité, y compris française. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes 2 acolytes. Nico, le matheux. Oui, et vous savez pourquoi c'est toujours l'exponentielle qui paye la tournée? C'est parce que le logarithme n'est pas rien. Et Pascal, le métalleux. Oui, aujourd'hui on va passer que du rap, mais j'aurai ma revanche. Et moi, toujours l'historienne, donc vive Marc Bloch. Et nous allons passer un bon moment avec les militants de la coordination unitaire contre les idées d'extrême droite en Ariège, Yann et Jérôme. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce qu'est votre organisation? C'est quoi vos buts? C'est quoi vos actions? Est-ce qu'il y a un réseau en dehors de l'Ariège auquel vous vous rattachez? Je vais me permettre d'y répondre parce que du coup j'étais à la fondation de la coordination, donc qui remonte maintenant à il y a 3 ans, puisque ça s'est fait à l'automne 2021. C'est parti d'une initiative qui avait été lancée au niveau national à l'époque parce qu'il y avait
un congrès du Rassemblement national à Perpignan, où il y a eu un appel national à ce que tous les antifascistes de France s'y déplacent. Et dans le même appel, l'invitation à créer des groupes départementaux ou locaux partout où ça c'était possible. Du coup, il y a eu une proposition de différentes organisations syndicales, associatives en Ariège de se regrouper sous cet angle-là. Et ce qui était au début plutôt un rassemblement d'organisations a plutôt pris la direction ensuite d'un regroupement d'individus soutenus par des structures. Et Et donc les buts, comme le dit notre nom, coordination ariégeoise contre les idées d'extrême droite, c'est de combattre les idées d'extrême droite à la fois au niveau culturel, donc en mettant en place des événements culturels qui permettent de critiquer ces idées-là, mais surtout d'y substituer des idées plus intéressantes pour le progrès social. Et puis aussi en fait de les étudier, d'étudier concrètement en quoi elles consistent, en quoi elles nous menacent. Donc c'est quand même essentiellement plutôt un volet critique, et puis de la participation en fait aussi à différents événements, des manifestations, des rencontres politiques, tout ça, où on peut débattre de ces questions-là et lutter en même temps contre ces questions-là. Et ça se traduit sous forme d'action par l'organisation d'événements culturels, la participation à des manifestations, monter des stands à différents endroits, venir comme ça sur des invitations, discuter, faire de la formation. Je crois que j'ai à peu près fait le tour en disant ça. Ok, super. Quand tu parles de proposer des idées plus intéressantes pour le progrès social, tu pourrais développer en quelques phrases ? Je sais pas, je vais peut-être passer la parole à mon collègue qui sait pas encore. Je sais pas si je vais pouvoir dire ce que Yann voulait dire, mais pour préciser un peu la ligne politique, je crois que ce qui nous rassemble aussi dans cette organisation, c'est l'idée que le fascisme et l'extrême droite, elle ne se trouve pas uniquement dans les partis ou dans les groupes qui sont identifiés à l'extrême droite, mais qu'on est en ce moment dans un processus qu'on appelle la fascisation, qui est que ces idées-là, elles sont globalement de plus en plus présentes à tous les niveaux de la société, et que du coup, il faut la combattre pareil à tous les niveaux de la société, et aussi que cette fascisation, elle prend ses racines dans le capitalisme, et que du coup, si on veut être antifasciste, il faut aussi être anticapitaliste, et être critique vis-à-vis des États et de la démocratie, qui est pas forcément, qui est souvent présentée comme l'alternative au fascisme, mais qui est aussi ce qui fait naître le fascisme. Et du coup, pour nous, l'antifascisme, ça s'articule avec toutes ces luttes-là aussi. Ok. Donc vous faites un festival dont c'était la seconde édition cette année. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Oui, juste c'était la 3e édition cette année. Oh, pardon, je me suis trompé dans ma question. Non, il n'y a pas de problème. Et oui, c'est un festival donc, qui s'appelle l'Antifa Fest, qui a lieu, du coup, c'était la 3e édition. Et c'est pas seulement un festival de musique, l'idée c'est de faire un temps un peu fort sur ces questions-là, de critique des idées d'extrême droite et d'antifascisme, et de rassembler un peu tous les gens du département qui ont envie de s'y joindre. Et cette année, par exemple, il y avait toute une journée où il y avait ce qu'on a appelé un forum social, où il y avait des assos, des collectifs, des individus, tous les personnes qu'on avait essayé de contacter un peu large et qui voulaient venir discuter, qui sont venues du coup pour parler de comment est-ce que ces personnes elles rencontrent l'extrême droite dans leur quotidien, dans leur travail, pour ce qui est des collectifs ou des associations, et comment est-ce qu'on lutte. Et il y avait toute une partie aussi sur ce qui rejoint un peu le sujet de l'émission sur le confusionnisme, où du coup on a discuté pendant plusieurs heures de ce que c'était le confusionnisme, et où est-ce qu'il arrive dans nos vies, dans nos pratiques, et comment est-ce qu'on peut faire pour lutter contre. Juste pour nos éditoristes, est-ce que vous pourriez donner une définition relativement courte du confusionnisme, s'il vous plaît ? Ouais, c'est un peu technique comme terme. Globalement, c'est une stratégie qui est utilisée depuis assez longtemps par l'extrême droite, de mélanger ses propres concepts avec des concepts de la gauche pour brouiller les cartes idéologiques. Et du coup, en fait, c'est une possibilité pour l'extrême droite de faire passer ses idées
sans les présenter comme tels directement, en revêtant des apparences en fait progressistes, anticapitalistes, solidaires, social, le fameux programme social du RN, quoi. Par exemple, après ça va quand même un petit peu plus loin, mais ce qui est sûr, c'est que du coup, par exemple, parce que nous on peut essentiellement parler de notre territoire, c'est que là on a des groupes en fait qui se servent de cette stratégie-là pour attirer des personnes qui sont qui ont envie d'être dans l'entraide, d'être dans la solidarité, d'être dans l'opposition à l'autorité gouvernementale, pour pouvoir justement mieux faire passer des idées conservatrices, complotistes. Voilà. Merci. Et c'est le moment de la petite question personnelle. Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh, oh pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. Et vous, dans tout ça, qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à adhérer à ce collectif? Est-ce que ça fait longtemps que vous y êtes et quel rôle y tenez-vous? Alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le collectif parce que ça fait pas très longtemps que je suis ariégeois. Et j'ai rencontré des militants et des militantes du collectif sur un festival qui est un festival de solidarité avec le peuple palestinien qui s'appelle Tadamoun, qui a lieu tous les ans en Ariège. Et donc c'est là que j'ai rencontré cette organisation et que j'ai commencé à militer avec elle et eux. Voilà. Ok. Bah moi pour ma part, comme ça fait maintenant une quinzaine d'années que je suis militant antifasciste ailleurs par le passé et puis maintenant ici, ça fait 4 ans que je suis en Ariège. En fait, à chaque fois, moi, c'est par la voie syndicale que j'y viens parce que en fait, il ne peut pas y avoir de combat contre l'exploitation capitaliste sans critique du fascisme et inversement. Voilà. Et après, pour ce qui est des rôles, on n'a pas de rôle en particulier. C'est un groupe qui est un peu informel et voilà, on est tous et toutes militants, militantes au même niveau et voilà, on fait les actions et les choses qui nous semblent bien, on en discute ensemble et voilà. Est-ce qu'il y a une spécificité au territoire ariégeois? Alors nous, on a souvent ce cliché que voilà, l'Ariège aurait une pensée très complotiste, beaucoup de New Age, etc. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que ça influe sur vos actions, sur votre manière de faire, ou est-ce que c'est un peu quand même du cliché, c'est pas tellement ça qui prédomine? Et autre chose aussi, c'est surtout que l'Ariège, historiquement, c'est un territoire très ancré à gauche. Donc est-ce que l'extrême droite arrive à creuser son trou, j'ai envie de dire, même en Ariège? En fait, déjà, je pense que le premier point de départ, c'est de se rendre compte que, à la fois historiquement et culturellement, en fait, l'Ariège, c'est un territoire très diversifié. C'est vraiment difficile, en fait, de penser ce territoire de façon homogène, parce que on est quand même à l'ouest, plutôt sur des anciens bassins industriels, sur le nord, des territoires qui sont quand même assez en contact, justement, avec la métropole toulousaine. Sur l'est, ce qu'on appelle le Couserans, donc qui est presque finalement un petit territoire aussi à part entière, où là il y a des problématiques vraiment très spécifiques liées à des relations entre des personnes qui sont là depuis très longtemps, qu'on a tendance à appeler les locaux, et d'autres personnes qui sont arrivées plus récemment au fil des ans, qu'on a tendance à appeler les néo-ruraux. Mais en fait, nous, on n'utilise pas ces termes-là parce que ça, ce sont des termes qui nous ont été imposés par d'autres personnes et que la réalité, elle est plus complexe que ça. Et puis sur le sud, vraiment tout le territoire de la haute montagne pyrénéen, avec énormément de problématiques autour de l'exploitation des ressources, du partage des terres, tout ça. Donc vraiment, c'est assez difficile. Et forcément, en fonction de ces différents territoires-là, il y a des dynamiques politiques assez spécifiques qui se dégagent. Sur la question, en gros, du New Age, du complotisme, ça a pu s'observer un petit peu partout, surtout à partir du tournant autour de 2020 avec la pandémie Covid. Et l'apparition notamment d'un groupe comme Réinfo Covid à l'échelle nationale et aussi plus spécifiquement en Ariège. Donc ça découlait aussi suite à ça du mouvement des Gilets jaunes, où en fait
le fait que le mouvement des Gilets jaunes ait été étouffé et qu'il n'y ait pas eu vraiment de perspective politique pour des personnes qui s'étaient engagées à ce niveau-là, ça a été la possibilité pour eux de se relancer dans un nouveau combat. Et comme en fait, il n'y a pas vraiment eu, ça c'est une analyse un petit peu personnelle, mais comme il n'y a pas vraiment eu d'accompagnement de ces personnes à un moment donné qui se sont retrouvées sans rien, pour savoir comment mettre à profit cette expérience de lutte qui avait été acquise, et voilà, en fait... C'est bien, voilà, il y a pas tous et toutes, mais parmi ces personnes, il y en a qui se sont retrouvés profondément heurtés par ce qui était en train d'être mis en place au niveau gouvernemental, et qui ont été sensibles en fait aux explications qui leur étaient fournies, notamment sur Internet ou ailleurs. Et après, il y a d'autres formes qui se sont créées petit à petit, mais on va pas le nier, il y a une problématique assez importante en Ariège, probablement plus qu'ailleurs, sur ces questions-là, et c'est aussi pour ça que notre groupe a voulu s'attaquer en fait à ce problème-là, quoi. Merci à vous. Alors on va passer à une petite pause musicale. Donc on vous avait demandé de nous proposer un son. Alors on va le passer et après on en discutera peut-être. C'est une musique de Rockin' Squat, donc un vieux rappeur à l'ancienne. Donc on la passe et après on en discute si vous voulez. Trop de gens ne voient rien. Trop de gens ne comprennent rien. Aveuglés par la soumission. Leur plan global, la conspiration mondiale. Bienvenue là où l'info n'est pas donnée par le chétan. C'est squat, nigga what, Le cartel des banques ne contrôle pas mon rap. Illuminati, 6, comme sur le billet $1, un 776. Leur technique, instaurer la confusion, centraliser le pouvoir, contrôler l'information. FBI, CIA, MI5, MI6, British et Quinry se piquent avec le même fixe. Bon, revoyons l'histoire et broyons vos cerveaux. De Hitler à Ben Laden, de Skull and Bones à Otto. Toutes les guerres sont voulues, toutes les guerres sont financées. Depuis Napoléon, les sociétés sont impliquées. Renseigne-toi sur le 33e degré. Renseigne-toi sur Aleister Crowley, Churchill, Roosevelt, le duc de Kent, David Rockefeller ou sur Gorbatchev. Ils sont tous impliqués dans ces sociétés secrètes. John Kerry, George Bush, Tony Blair, Elizabeth. Grande patronne du trafic d'opium. Demande à William Huntington Russell si je déconne. Prescott Bush était le banquier d'Hitler. Et la duchesse de Kent a un officier SS comme père. Illuminati, 6, histoire revisitée dans mon mix. Y'a pas d'attentat que des bénéfices. L'aristocratie royale, 6, Illuminati, 6, le mensonge démasqué dans mon mix. Y'a pas de guerre que des bénéfices. Les bankers, le cartel, 6. Skull and Bones pratique des rites sataniques. Vénère, jaboulonne le nom de diable pour les juifs. Magog est le nom de George Bush dans leur rite. C'est le nom de l'armée de Satan. Aïe, y'a un hic. La statue de George Washington a la même posture que le diable. Bienvenue là où il faut lire le message subliminal. Ils ont profané la tombe de Géronimo. On a pris ses os et on en fait une déco. Il n'y a pas du SA sans Colombia. Partout où tu vois ce logo, méfie-toi, comme tu devras te méfier quand on parle de terroristes. Néron parlait des chrétiens et Hitler des communistes. Moi j'écoute Jordan Maxwell car il sait de quoi il parle. Moi j'écoute Anthony Adler car il sait de quoi il parle. Si tu n'entends pas parler de c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Et ton disque de rap de merde ne sait pas de quoi il parle. Ils ont tué Kennedy, retué Kennedy. Pourtant la famille Kennedy était Illuminati. La Warren Commission était formée de francs-maçons. Donc les Harvey Oswald étaient coupables de toute façon. Pose-toi la question pourquoi le Royaume-Uni n'est pas passé à l'euro comme tous les autres pays. Pour le pouvoir et la thune, ils sont prêts à tout attaquer comme bombarder les Kurdes, c'est 40% du pétrole d'Irak. Illuminati, 6, l'histoire revisitée dans mon mix. Y'a pas d'attentat que des bénéfices. L'aristocratie royale, 6, Illuminati, 6,
6, le mensonge démasqué dans mon mix, y'a pas de guerre, que des bénéfices et bankers, le cartel 6. L'occulte secret de l'oligarchie qui contrôle le monde est invisible à la masse, caché sous les décombres de l'histoire écrite pour le contrôle. La démocratie fasciste a souvent le premier rôle. Moi j'accuse les McDonald's, les Dupont, les Rockefellers, les Dukes, les Astor, les Dorrance ou bien les Bakers, des familles qui contrôlent le New Order. Je vous mets au défi de prouver le contraire, motherfuckers. Perds ton temps sur internet à dire que squat est faux. Pendant que tu te branles sur internet, moi je ramène les vraies infos. Le groupe Auto ou le concile des 13, le club de Rome, voilà ce qui pèse. Si tu t'attaques à la bourgeoisie, attaque-toi à ceux qui te baisent. Et arrête ton discours bidon, je suis l'armée, je vous baise. Car tu baises personne dès lors que t'as un téléphone, un numéro de sécurité sociale, un passeport pour Babylone, une carte magnétique à puce numérique. À l'heure du digital, tous captés par satellite. T'es gay là, comme ceux qui croient encore que le 11 septembre c'est Ben Laden qui a fait péter le décor. C'est comme croire que les camps de concentration nazis n'avaient pas l'appui des alliés et des États-Unis. Tout n'est que Gouma, vérifie, tout est là, de l'État d'Israël aux affaires France-Africa. Illuminati, 6, histoire revisitée dans mon mix, y'a pas d'attentat, que des bénéfices. L'aristocratie royale, 6, Illuminati, 6, le mensonge démasqué dans mon mix, y'a pas de guerre, que des bénéfices et bankers, le cartel 6. Vous êtes bien sur Campus FM, l'émission Enfin peut-être. Aujourd'hui, on parle conspirationnisme et antifascisme avec Yann et Jérôme. Alors, on vient d'écouter Illuminati 666 de Rockin' Squat, un son assez étrange, si vous avez bien écouté les paroles. Pourquoi vous avez choisi de nous proposer ce titre-là ? Bah en fait, moi j'ai fait cette proposition-là parce que on a avec ces titres-là, bon, déjà pour des raisons un peu historiques aussi, c'est que c'est un morceau qui date de 2006-2007 à peu près, je crois, et en fait qui concentre absolument déjà pratiquement toute la, à la fois dans le fond et dans la forme, une attitude complotiste. Et c'est aussi le tout premier vrai morceau en fait dans le rap français qui a mis sur le devant ces questions-là. Et c'est une espèce de matrice en fait rap de tout ce qui va ensuite essaimer dans le mouvement rap à ce niveau-là. Aujourd'hui, le complotisme il est un peu partout dans le rap français malheureusement. Et en fait voilà, et c'est vraiment la racine, c'est la graine de ce truc-là. Et on a en fait dedans un petit peu vraiment tout ce qui, même de façon presque caricaturale, ce qui fait le discours et l'attitude complotiste quoi. Bah oui, moi quand j'ai vu le titre, je crois que c'était une parodie. Après j'ai vu que non. Ok, bah merci. De toute façon, on va reparler un tout petit peu rap et complot tout à l'heure. Maintenant, ça va être Pascal qui va nous proposer une chronique. Donc, c'est une chronique qui avait été écrite par Gabrielle qui n'a pas pu être présente finalement aujourd'hui. Pense à elle. Et du coup, tu vas nous parler complotisme. C'est la chronique culturelle de Gabrielle. Aujourd'hui, on va parler un peu d'édition. Alors oui, finalement, avec un peu de technologie, j'ai pu enregistrer moi-même ma propre chronique. Donc je vais vous la proposer et libérer Pascal du poids qui lui est incombé, bien malgré lui, de devoir lire ce texte-là. Donc oui, on va parler un peu d'édition aujourd'hui. On va pouvoir seulement en observer qu'une toute petite partie, mais assurément pas la moins intrigante. Alors il se trouve que l'édition subit un phénomène de concentration qui est assez similaire à celui qui s'opère dans le contrôle des médias. Et notamment, savez-vous qui on retrouve à la tête de l'énormissime groupe Hachette depuis 2023 ? Eh bien, rien de moins que ce cher Vincent Bolloré à travers le groupe Vivendi. Et quand je dis énormissime, je n'exagère pas. Hachette, c'est 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022 et le contrôle de grosses maisons d'édition comme Fayard, les éditions universitaires du Node ou Larousse. Et Vivendi, pour rappel, eh bien, c'est aussi le groupe Canal+, donc CNews, le JDD, Europe 1 et j'en passe. Bon, tout ça, c'est pour parler du plus gros et vous faire voir que l'édition n'échappe pas du tout à cette tendance de concentration inquiétante et qu'il ne faut pas se laisser illusionner par le nombre d'éditeurs qui publient en leur nom propre. En fait, on peut estimer à 4000 environ le nombre de maisons d'édition qui sont en activité actuellement, mais je vous mets au défi d'en citer rien qu'une vingtaine. Et plus dur encore, de déterminer lesquelles sont indépendantes et lesquelles appartiennent à qui.
En fait, je vous conduis là pour faire un focus sur un groupe éditorial en particulier, le groupe Guy Trédaniel. Alors quand j'en parle autour de moi, la plupart des gens ne connaissent pas, ce qui tout d'abord me rassure sur mes fréquentations, mais tout de même. Alors c'est un groupe qui pesait 40,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et qui sort des best-sellers à 250 000 exemplaires pour un ouvrage aussi saisissant que, attention, Dieu, la science, les preuves, qui a été écrit par Olivier Bonassi, le co-créateur de la Fondation pour l'évangélisation des médias, et Michel-Yves Bolloré, oui, le frère d'eux. Bon, Guy Trédaniel, c'est un groupe qui a été fondé en 1974 et qui, sur son site internet, précise éditer des ouvrages, je cite, destinés à un large public dans les domaines du bien-être, des médecines naturelles, de la science, de la spiritualité, de l'ésotérisme et du développement personnel. Voilà. Bon, c'est à peu près 600 nouveautés qui sont publiées chaque année, réparties en une douzaine de marques éditoriales spécialisées comme Le Courrier du Livre, Diatéino, Dervy ou Exergue. Donc c'est un gros pourvoyeur de spiritualité New Age, de pseudosciences, et en fait un propagateur de fantasmes et de complots. Mais pour faire le lien avec la pensée d'extrême droite, alors je rappelle qu'en France, celle-ci ne manque absolument pas de moyens d'être véhiculée. Dans l'édition, puisque c'est le domaine qui nous occupe ici, elle est largement servie par des maisons d'édition ostensiblement orientées très à droite, comme les éditions Contre-Culture, fondées par Alain Soral, ou Magnus, qui s'inscrit dans la suite des éditions du Ring et publie par exemple Papacito, un vidéaste de la fachosphère, et son ami le dessinateur Marceau, ou L'inénarrable Transmania de Dora Muto et Marguerite Stern. Ces éditeurs-là, ils sont clairement identifiables et clairement identifiés aussi sans trop d'ambiguïté. Alors que Guy Trédaniel, c'est autre chose. Le catalogue est rempli d'ouvrages qui sont en apparence inoffensifs, mais aussi d'auteurs et d'autrices qui sont largement problématiques. Petit florilège pour voir. On a Louis Fouché, le cofondateur du collectif Réinfo Covid, connu pour ses positions complotistes et contre l'IVG. On a Pierre Barnérias, le réalisateur du documentaire Hold Up, qui fait intervenir des personnalités proches de ou appartenant au mouvement d'extrême droite. On a Martine Gardenal, une homéopathe qui a été suspendue par l'ordre des médecins pour n'avoir pas respecté le suivi thérapeutique de certains de ses patients atteints de cancer et qui a diffusé au début de l'épidémie de Covid-19 des affirmations fausses sur les vaccins, tout ça sur Radio Courtoisie, une station bien connue de l'extrême droite. On a encore Jean-Pierre Willem, lui aussi radié de l'ordre des médecins, qui a été tête d'affiche d'un salon du bien-être à Montpellier en mai 2023, qui rassemblait des adeptes de pratiques ésotériques, certes, mais aussi des complotistes notoires et des représentants de l'extrême droite comme Antoine Duvivier, l'ancien porte-parole des Brigandes, un groupe à qui l'on doit des albums ouvertement racistes comme Foutez le camp ou Le Grand Remplacement, rien que ça. Alors oui, je n'ai cité que 4 noms sur un catalogue d'auteurs et d'autrices bien plus vaste, mais bon, déjà, j'en ai d'autres en réserve. Et ensuite, est-ce que ça ne suffit pas pour juger qu'une maison d'édition fait un travail actif de désinformation et de confusionnisme, quand, du reste, une large proportion de son catalogue repose sur des domaines bien connus pour flirter avec les pseudosciences et le complotisme? Une des particularités de Guy Trédaniel, c'est de miser sur l'éclectisme et de noyer un peu ses auteurs et autrices conspis dans la masse de ses publications, de s'acheter une image dans l'air du temps, colorée, orientée sur le bien-être. Dans cette maison, toutes les portes sont ouvertes sur toutes les fenêtres. Et finalement, ça veut aussi dire qu'acheter, par exemple, L'art de l'esprit joyeux du gentil philosophe Alexandre Jolien, publié chez Almora, c'est donner, peut-être sans le savoir, au groupe Guy Trédaniel qui possède Almora. Parce que même si le nom Guy Trédaniel est identifié comme problématique, en fait, le groupe, grâce à toutes ces marques différentes, peut faire passer en sous-marin tous ses ouvrages dans toutes vos librairies. Donc on fait quoi? Eh bien, je vais laisser ma conclusion un peu en suspens. Je ne vais pas prescrire le boycott, mais simplement inciter à creuser, à chercher, si ça importe pour vous, ce que publie plus largement l'éditeur dont vous souhaitez acquérir tel ou tel livre, si vous ne voulez pas aider à faire prospérer une maison d'édition qui se servira de votre argent pour publier des ouvrages avec lesquels vous seriez en désaccord. En gros, soyez vigilants et vigilantes, et, oserais-je dire... Faites vos propres recherches. Merci Gabriel. Et merci Pascal. Gabriel. Merci désolé Pascal. Pour les bégayements, Gabriel. Merci Pascal pour la lecture. Vous connaissiez peut-être les éditions Guy Trédaniel?
Non. Pas particulièrement, mais le groupe Bolloré, là. Ouais. Évidemment. Ouais. Bah maintenant, on connaît tous. Hein. Ouais. Bah, ce qui est surtout très inquiétant, c'est qu'ils ont aussi des manuels scolaires, quoi. Ouais, c'est chaud. Moi, je me suis fait avoir il y a pas longtemps. J'ai acheté Soleil Noir de Nicolas Goodrich-Clarke sur l'ésotérisme néo-nazi. Et en fait, la maison qui publie ça, c'est Camion Noir. C'est une filiale de Camion Blanc. Et il publie aussi des auteurs que Goodrich-Clarke qualifie de nazis, en fait. Donc, j'étais là, merde. Ah oui, d'accord. Et parenthèse fermée. Ouais, merci. Et vous produisez aussi de la documentation, donc vous écrivez aussi des choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, ou est-ce que c'est accessible, ce que vous avez écrit, vous avez produit des petites synthèses? Oui, il y a eu des articles dans le journal L'Empaillé, qui est un journal local maintenant sur l'ensemble du Sud-Ouest. Il y a eu des articles donc sur le Parlement d'Ariège et sur un qui s'appelle Voyage en Occitanie post-vérité. Ils sont disponibles sur le site de L'Empaillé si vous voulez, ou sinon c'est dans des vieux numéros de L'Empaillé. Et il y a une brochure qui s'appelle Voyage en air post-vérité qui est disponible sur infocus.net, qui fait le tour un peu de tout, de plein de personnes et de groupes un peu confusionnistes, conspirationnistes d'extrême droite, qui sont arrivés avec le Covid et la critique des vaccins et tout ça. Et voilà, et après on a quelques autres brochures, mais qui ne sont pas disponibles vraiment sur le net. Mais nous, on est présents un peu en Ariège, on essaie d'être présents un peu partout, d'avoir des tables de presse où on les présente. Ouais. Bah, super. En tout cas, nous, on a trouvé que c'était vraiment du travail de très grande qualité, et merci pour ça. Et nous, on essaiera de les relayer aussi sur nos réseaux et probablement dans la description des podcasts. Ouais, carrément. Si vous voulez retrouver ce matériel. On mettra les liens, mais il y a une volonté peut-être aussi de parler aux gens, de donner de la main à la main plutôt que de promouvoir les trucs sur Internet et les réseaux, en fait. Non, c'est les deux. Ok, super. Et du coup, justement, par rapport à ces documents, pareil, je reprends une question qui avait été posée par Gabriel. Vous rappelez par exemple que le complotisme organise l'impuissance et la passivité. Et c'est quelque chose qui peut aussi poser problème dans une certaine approche du développement personnel. En gros, il faudrait chercher à se changer soi-même, sans songer à lutter pour faire sortir l'éléphant au milieu de la pièce, le système capitaliste. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une porte d'entrée un peu facile vers le complotisme, ou est-ce qu'il y a quand même plusieurs autres facteurs qui doivent intervenir pour faire glisser vers cette pente-là? Tu parles est-ce que le développement personnel, c'est une porte d'entrée vers... Je pense que c'est tout à fait la question. Oui, je pense que tout ce qui est le développement personnel, la spiritualité New Age et ces courants-là, c'est effectivement des portes d'entrée vers des discours... vers des discours et vers des récits conspirationnistes, mais ça peut être d'autres... le fondamentalisme religieux aussi. Ouais, ça peut être d'autres choses aussi. Oui, et j'imagine qu'en fait, nous, en tant qu'association qui lutte pour la question de l'esprit critique, c'est aussi un dilemme qu'on a. En fait, les gens aussi, comment on peut aller leur dire que ce qu'ils pensent est pas légitime, quelque chose comme ça, sachant aussi qu'on lutte pour une espèce de liberté de chacun, de pouvoir penser ce qu'il veut. C'est où la limite? Comment on fixe en fait la limite entre oui, si vous êtes contre un système, contre un État, etc., vous pouvez aussi vous réorganiser, créez-vous vos systèmes de croyances, etc. Et le moment où on passe une ligne rouge et où ça devient dangereux, et comment on fait pour aborder ces questions-là, comment vous gérez ça? Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, je pense avoir à peu près compris. En tout cas, là où par contre il me semble qu'il y a un débat un peu plus profond, c'est sur la question de l'impuissance et de la passivité. Parce que ça peut être un point de départ dans le sens où il y a quand même eu là pendant plusieurs années un complotisme qui s'est beaucoup développé sur Internet, en fait justement avec des personnes probablement qui se sentaient dans une certaine forme d'impuissance au niveau matériel, socialement, et qu'en fait qui était surtout dans une critique de je suis chez moi planqué derrière mon ordi et voilà, et j'explique partout sur tous les forums possibles et tous les réseaux sociaux possibles la grande vérité du monde. Mais en fait, quand ça commence à devenir un discours hégémonique et qu'il y a des personnalités politiques influentes qui se positionnent, les complotistes, les fascistes trouvent leur leader. Et quand ils arrivent à se trouver un leader qui leur donne des mots d'ordre, là, ça se met en marche.
faut quand même pas oublier qu'il y a encore, c'était il y a 2 ans, le mouvement QAnon aux États-Unis a tenté un coup d'État avec la prise du Capitole. Parce qu'il a été invité par Trump, il y a eu des morts, enfin voilà, c'est quand même pas sans conséquence. En Allemagne, il y a les citoyens du Reich, pareil, qui ont essayé de fomenter un coup d'État. Là maintenant, actuellement en France, ça s'organise pas encore forcément de façon très violente, mais on voit quand même différents groupes commencer à se constituer, donc en fait il y a une volonté d'organisation. Et nous c'est le cas en Ariège, voilà, avec des groupes qu'on a cités comme le Parlement d'Ariège, Solaris, Réinfo Covid, les êtres souverains, enfin voilà, donc il y a des choses il y a des regroupements et des actions en fait qui commencent à prendre forme. Maintenant alors c'est là où j'ai peut-être un peu perdu le fil avec la question que tu posais. Je pense que ça a pas mal répondu, mais c'était je pense que tu as répondu à ce que je veux quand même peut-être juste rajouter un truc sur la question du développement personnel, de l'autonomie, de l'individualisation en fait des pratiques. C'est que dans l'absolu, il n'y a pas vraiment de mal à vouloir trouver de l'autonomie, à vouloir avoir du bien-être pour soi. Je veux dire. Dans une yourte à la montagne, ça peut être cool. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis si les gens ont envie de faire du yoga et de se soigner avec des plantes, je veux dire, ça dans l'absolu, ça fait de mal à personne. Le problème, c'est quand ça devient une idéologie. Et que ça devient en fait la seule réponse possible aux maux du monde. Et effectivement, il y a quand même cette phrase qui revient toujours un peu souvent, qui est d'ailleurs, parce que là on a passé un morceau de Rockin' Squat, une autre grande figure du rap complotiste en France, c'est Kenny Arcana. Et voilà, elle a chanté en fait ce truc de oui, ça a fait du mal à tout le monde. Moi, quand j'avais 15 piges, Rockin' Squad d'Assassin, c'était une de mes idoles. Tu vois. Après, les gens ils partent dans des. Mais en fait, elle a chanté ce truc. Changer le monde commence par se changer soi-même. Donc en fait, qui est un précepte d'un espèce de sage indien, je sais plus machin. C'est pas Deepak Chopra. Je crois que c'est Gandhi. Peut-être, je sais plus où. Je te laisse continuer, pardon. Mais en fait, ça, c'est une vision binaire en fait du monde. C'est-à-dire que, voilà, si on fait un peu des travaux d'anthropologie, de psychologie, qu'on étudie le comportement humain, on se rend compte que l'un n'est pas séparable de l'autre. Il faut effectivement se changer soi-même et changer le monde. Ce sont des choses absolument consubstantielles qu'on peut pas séparer l'une de l'autre. Et quand on essaye de se changer soi-même, en fait, ça a un impact sur le monde. Et quand on change le monde, ça a un impact sur nous-mêmes. Et ça se fait pas dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ça peut-être que ces sphères-là perdent de vue. C'est en fait, elles ne cherchent des solutions que pour elles-mêmes sans se soucier du reste du monde. Et ça, c'est justement là aussi où on voit pourquoi c'est quelque chose qui s'ancre à l'extrême droite. C'est que les personnes situées à l'extrême droite pensent toujours à leur propre gueule et à ceux qui les entourent avant de penser au reste du monde. Ouais. Vous avez cité des groupes qui sont particulièrement présents en Ariège, comme Réinfo Covid, Solaris ou le Parlement d'Ariège. Réinfo Covid, c'est un peu connu en France, je crois, et dans les milieux esprit critique, c'est assez connu parce que c'est assez important et inquiétant. Mais vous pouvez quand même les présenter pour les éventuelles personnes qui ne connaîtraient pas. Par contre, les deux autres, je n'avais jamais entendu parler avant. Est-ce que vous pouvez éclairer notre lanterne ? Ouais, Solaris, c'est un truc un peu souterrain, mais c'est une tentative, c'est quelque chose qui se présente comme un réseau d'entraide et de solidarité. Il parle même de Internet humain. Et l'idée, c'est qui peut paraître bonne au départ, c'est d'organiser des gens à des niveaux locaux de manière décentralisée pour de l'entraide, du prêt de matériel ou des choses comme ça. Et en fait, les personnes qui sont derrière, c'est des gens qui sont proches de l'extrême droite, des spiritualités New Age, des QAnon, de fondamentalistes chrétiens. Et voilà, ça reprend ce truc de c'est des valeurs un peu autonomistes ou des choses qui peuvent parler à des gens de gauche ou à des gens qui ont envie de s'organiser, de faire de la solidarité, etc. Et c'est en fait un truc qui est organisé par des gens qui sont vraiment proches de l'extrême droite. Et le Parlement d'Ariège, c'est du coup un truc qui est propre à l'Ariège. C'est un mouvement qui est né après le Covid et c'est un peu d'inspiration souverainiste. Donc c'est des gens qui veulent s'autonomiser de l'État et du pouvoir central pour s'organiser au niveau national, mais qui sont quand même au niveau local.
J'ai dit quoi? National. Non, au niveau local, pardon. Au niveau Merci. départemental. Mais ils sont quand même patriotiques et pour eux, la souveraineté française, ça passe par la souveraineté ariégeoise. Ils sont quand même pour la hiérarchie, l'ordre, la propriété privée, les États-nations, tout ça. Ils font un appel aux policiers, enfin aux gendarmes en disant nous, on vous aime bien, mais venez avec nous. Voilà. Donc c'est pareil, c'est sous des apparats qui peuvent parler au départ un peu à des gens qui sont dans une critique du gouvernement. En fait, ils ont une vision de la société qui n'est pas si différente du gouvernement actuel ou des gouvernements fascistes. D'accord. Merci. Peut-être juste un dernier point, parce que c'est quand même, je pense, un truc qui peut se retrouver dans d'autres endroits du sud-ouest. Ce qui a émergé plus récemment, c'est la mouvance des êtres souverains. Donc ça, j'en parlais juste aussi avant. C'est typiquement les citoyens du Reich en Allemagne se réclament de cette mouvance-là. Il y a beaucoup de personnes aussi aux États-Unis dans le mouvement QAnon et pro-Trump qui se revendiquent de ce truc-là. C'est très difficile d'en parler. J'espère qu'on aura l'occasion peut-être prochainement de produire de la documentation là-dessus, d'organiser des événements culturels plus spécifiques sur cette question. Mais globalement, ce sont des personnes qui pensent que les États sont des entreprises privées qui accaparent nos identités à notre naissance. Donc en fait, quand nos parents vont signer nos actes de naissance en mairie, en fait, nos parents signent un contrat qu'ils ignorent avec l'État pour vendre nos identités. Et en fait, tout ce qui va être produit, par nous, en fait, par la suite, que ce soit en termes de quantité matérielle ou administrative, tout ça, appartient à l'État. Et l'État pourrait en fait gagner de l'argent sur les marchés comme ça avec nous, ou même devenir propriétaire de notre propre personne. Et donc ces personnes-là, en fait, font tout un tas de montages administratifs pour prouver que leur propre personne n'appartient pas à l'État et qu'ils n'ont pas à obéir aux lois ou à faire ce qu'il leur est demandé. Et en fait, voilà, c'est une idéologie hyper libertarienne et individualiste de je suis le souverain de ma propre personne et la société n'a rien à me dire sur ce que je dois faire, sur ce que je dois. Est-ce que c'est cette fameuse vidéo qui avait beaucoup tourné où c'était un couple qui se faisait arrêter par les gendarmes ou je sais pas quoi et le mec disait en boucle je ne contracte pas. C'est ça? Ouais, si vous entendez quelqu'un dans la rue ou quelque part hurler à un policier ou à quelques représentants je ne contracte pas, c'est ces personnes-là. D'accord, donc c'est bien ça. Et cette vidéo-là, elle est quand même bien tournée, donc maintenant on sait de quoi il en retourne. Donc on a vu que les idées d'extrême droite s'infiltraient un peu partout et avec une grosse accélération ces derniers temps. Et moi, j'ai fait un constat assez alarmant. Je suis prof en lycée. Et chez les jeunes, notamment les jeunes hommes, qui se tournent de plus en plus vers les idées d'extrême droite et qui le disent sans trop de complexe. Et ça s'accompagne souvent du culte du corps musclé. Ils vont à la salle plusieurs fois par semaine, etc. Et d'une progression assez fulgurante de l'idée d'une virilité assumée, l'éternel féminin doux et chaste. Et ça s'accompagne aussi de l'autre côté du pendant chez les filles, d'un certain retour en arrière, notamment sur les réseaux avec les tradwives, exactement. Mais même pas que, c'est des fois beaucoup plus insidieux, en fin de compte. Il y avait un truc sur Combini qui était sorti là, où justement un mec allait dans une salle, il disait... alors déjà, il note les corps, donc déjà ça partait mal, mais t'as un mec, il a 10 sur 10 physiquement, mais il a eu plein de filles avant toi, est-ce qu'il reste 10 sur 10? Les filles disaient en majorité oui, les garçons disaient en majorité non. Et c'était dans une salle de sport, je pense pas que ce soit une coïncidence. et du coup, est-ce que vous traitez de ces questions-là? Et avec qui vous les traitez et comment vous les traitez? Je crois pas qu'on ait vraiment traité ou produit, enfin en tout cas on n'a pas de produit de document, je sais pas si on a vraiment fait des actions qui parlaient spécialement de ça, mais c'est sûr que c'est la question de la culte du corps et tout ça, c'est un vieux fantasme fasciste, quoi. Ah oui, tout à fait. Et c'est sûr que c'est aussi un moyen qu'utilise l'extrême droite pour se faire une place auprès des jeunes. Après, c'est sûr que les questions de genre, elles nous traversent et elles nous questionnent aussi forcément. Et je pense, pour revenir aux mouvances plus conspirationnistes et tout ça, il y a un retour à un espèce d'essentialisme
qui voudrait que la place des hommes et des femmes soit quelque chose de l'ordre naturel et que tout ce qui vient être différent de ça est une perversion qu'il faut arrêter, quoi. Donc il y a effectivement ce retour à l'essentialisme qui est présent à la fois dans ce que tu décris et dans les mouvances conspirationnistes. L'extrême droite. Après, ouais, là, au niveau complotiste, en fait, il y a quand même beaucoup cette idée à l'extrême droite que, par exemple, sur des questions de transidentité ou même de végétarisme, tout ça, en fait, que ce serait un complot pour affaiblir l'homme viril. De l'efféminer, de le rendre, de le déprotéiner, enfin des choses comme ça, justement pour le rendre moins résistant et moins compétitif, moins dominateur, quoi. Et du côté des femmes, ce qu'on observe, et qui est un problème un peu inquiétant, notamment en fait, alors c'est le cas en Ariège, et malheureusement le problème aussi des familles monoparentales, où il y a des mères qui se retrouvent seules avec leurs... Mais enfin, ça n'existe pas que dans les couples, que dans les familles monoparentales. Mais en fait, la société pousse les femmes souvent à être plus attentives au bien-être des enfants. Et dans la sphère complotiste, il y a une énorme préoccupation en fait autour des enfants. Et là, nous récemment, justement, en Ariège, on s'est organisé avec des syndicats, des associations comme le planning familial, qui font de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, parce qu'il y a une offensive très très forte de l'extrême droite sur ces questions-là. Jusqu'à penser justement, effectivement, qu'il y aurait, ça c'est tout le mouvement QAnon notamment, une élite cachée, pédosataniste, qui capturerait des enfants pour les violer et boire leur sang. Donc en fait, il y a des inquiétudes très fortes en fait. Dans ces biais-là de genre, en fait, où l'extrême droite arrive à attraper des gens aussi comme ça, quoi. Et de plus en plus jeunes. Et aussi par rapport à la grosse offensive transphobe qu'il y a eu récemment dans les médias suite au livre qui a été cité dans la chronique, là, c'est aussi, ça s'appuie aussi sur des récits conspirationnistes qui disent que c'est un complot pour rendre les personnes trans, pour leur vendre des médicaments, pour faire des sous pour l'industrie pharmaceutique. Les récits conspirationnistes, ils sont aussi derrière ça. Ouais, ça rejoint le truc de Big Pharma, c'est ça, etc. Ouais. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Alors, je voulais faire un petit mot sur revenir sur les questions de rap et de complot. Alors, le temps avance, donc on va un peu speeder. En fait, voilà, je voulais juste rappeler, il y a une super série de vidéos d'un youtubeur qui s'appelle Irascible, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait des vidéos qui s'appellent Rap et prise de position, et notamment il a fait une série de 3 vidéos sur rap et complotisme qui est vraiment super bien. Donc il revient sur Rockin' Squat, il revient sur Kenny Arcana, etc. Et toutes les questions que ça pose. Et moi j'ai trouvé ça trop cool. Moi j'avais eu aussi comme idée de faire quelques podcasts sur esprit critique et rap. Alors peut-être qu'avec Pascal on est en train de réfléchir à faire un truc rap, métal et esprit critique. Bon, peut-être qu'on reviendra là-dessus. N'empêche que voilà, c'est des choses super intéressantes, n'hésitez pas à les voir. Et je voulais vous proposer un autre morceau qu'on va passer pour la deuxième pause musicale qui pour le coup n'est pas du tout complotiste. C'est du rap, et c'est du rap très politisé, très engagé, et qui donne un peu un autre discours que celui qu'on a entendu tout à l'heure. Et j'adore énormément ce morceau et je suis très très content de pouvoir le diffuser. C'est Alien de Milk Coffee and Sugar. Je pense que l'idée d'un mouvement social, c'est la seule façon. Tant qu'on brûlera les voitures, on verra des flics. Il faut un mouvement social qui peut brûler des voitures, mais avec un objectif. Parce qu'ils veulent faire de moi un soldat au compte chèque solvable. Je vous le dis, je suis condamné à l'échec, parce que le monde qu'ils nous proposent m'indispose. Je le répète, je suis condamné à l'échec, parce que les études de lettres et de philo ça paye pas. Ils m'ont dit, petit mec, t'es condamné à l'essec. Condamné, faut accepter les lois du marché. C'est marche ou crève quand les diplômes deviennent les flèches de l'archer. Si réussir c'est un salaire, un pavillon sous hypothèque, permettez-moi d'être condamné à l'échec. Ils disent que les jeunes du ghetto veulent leur part du gâteau, incitent à se lever tôt. Mais c'est quoi ce veto, cette injonction à être cool? Rentrer dans le moule, enlever sa cagoule,
cagoule, enfiler ses pantoufles, s'asseoir dans son canapé, allumer sa télé, puis mater, lobotomiser leurs clips. Ça s'est misé sur notre consentement et notre consensus. Quand la révolte appelle à faire de l'oseille, c'est un terminus. On pourra pas nous exhorter d'aduler le MEDEF au canal Saint-Martin. Y a des anciens cadres SDF, voilà l'envers du décor. Ce système est à refaire, l'humain n'est rien, les trophées ne reviennent qu'au profit. Alors bien sûr, faut se prendre en main, évidemment. Ne rien attendre de ce système qui te considère comme un chien, qui te fait rapporter le bâton sous forme d'un maximum de lucre. S'il est bien docile, le toutou, il aura son sucre. Mais je ne suis ni une carte de visite, ni un CV, pas de métier valorisant, je suis qu'intérim et CDD. Avant, j'aimais leurs balades, maintenant, elles me narguent, elles me font constater que je n'ai pas de corde à l'arc, car je ne sais pas chanter, pas rapper, pas slammer, pas scénariser, pas designer. Moi je passe pas à la télé, laissez-moi être fatigué, être inadapté, laissez-moi être un problème pour ceux qui veulent me soumettre à devenir complice, me soumettre à devenir servile. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire et puis en vendre. Mais les voitures ne sont que des bibelots de notre consommation qui ne méritent aucun égard. Dans la révolte de nos chansons, je ne suis pas déçu en ce système, j'ai jamais espéré. Pour nos parents tombés dans le panneau, je ne peux être que navré. Où est mon HH rebelle qui fumait du H? Maintenant le rap prend les allures d'un sermon de DRH. Il nous encourage à faire carrière et gagner des sous. De boire toutes ces conneries fait mal au crâne. Vite faut qu'on dessoule sans déclarer la guerre. Il a vaincu nos rhétoriques, le capital est dans nos têtes et nous fait l'amour torride. Leur système à la con nous prépare à la compète. Ils vous parlent de réussite, je vous parle de conquête. Je n'accepterai jamais les règles qu'ils ont fabriquées. Je n'accepte que les rêves que mon cœur veut abriter. Vous êtes bien sur Campus FM, enfin peut-être l'émission. On vient d'écouter Alien de Milk Coffee and Sugar et vous avez peut-être reconnu la voix. Alors au tout début c'est Pierre Bourdieu qu'on entend et puis après le rappeur c'est Gaël Faye, alors que vous connaissez peut-être maintenant parce qu'il a une carrière solo et qui est aussi écrivain. Il vient de gagner le prix Renaudot il y a 2 jours pour son 2e roman Jacaranda, je me permettais de le dire. Mais il y a 14 ans, en 2010, il avait un groupe qui s'appelait Milk Coffee and Sugar et c'est de là qu'est tiré ce superbe morceau. Alors on approche de la fin, on va poser une dernière question, je vais laisser la parole à Pascal. Et oui, on est toujours avec Yann et Jérôme de la coordination antifasciste, coordination contre les idées d'extrême droite en Ariège. Donc si on vous a invité, c'est parce qu'on pensait qu'il y avait des points communs et des trucs à échanger entre nous, militantes et militants pour l'esprit critique, et vous, militants antifascistes. Et vous, de votre côté, quel rapport est-ce que vous avez avec le debunking, la zététique, l'esprit critique, tout ça? C'est des trucs que vous consommez ou que vous avez peut-être un point de vue un peu critique sur le rapport de cette sphère avec le complotisme et l'extrême droite? Oui, bah, je pense que déjà, oui, effectivement, on va un peu sur les sites de zététique ou d'esprit critique, parce que c'est aussi des sites qui font des mises à jour régulièrement de quels sont les nouveaux récits conspirationnistes, etc. Donc dans un travail de veille, on est axé. Mais oui, après, on est... dans le travail qu'on a fait, il y a une critique qui est posée sur ces questions de debunking, sur cette posture plutôt du debunker qui va démonter chaque argument ou chaque fait dans les récits complotistes. Et en fait, c'est une posture qui permet rarement de sortir vraiment du récit conspirationniste. Et qui se pose vraiment en opposition frontale et en fait qui est un peu en miroir avec la figure de celui qui raconte le récit complotiste, parce qu'il est sûr de lui, de détenir la vérité. Il attaque frontalement l'autre, il se pose comme une élite, etc. Et du coup il y avait l'idée et en plus il se met dans une posture où la personne en face du coup se met à le détester parce qu'il a une posture de donneur de leçons, et du coup il y avait
l'idée de dire qu'il faut réussir à penser des nouvelles manières d'aborder ces questions-là et des nouvelles manières d'échanger là-dessus pour sortir de cette posture-là qui ne fait pas avancer. Et c'est pour ça que nous, on avait travaillé sur le livre qui s'appelle Q comme complot de Wu Ming 1, où lui, il propose des outils un peu pour essayer de sortir un peu de ça. Notamment, il parle du noyau de vérité, qui est le fait que dans chaque récit complotiste, il y a un noyau au départ qui est une vérité sur laquelle on pourrait s'entendre et sur laquelle on peut repartir pour essayer de bâtir d'autres récits et des alternatives aux récits. Et de sortir de ce que lui, il appelle le ratio suprémacisme, qui est l'idée de penser que les faits sont plus forts que tout et qu'avec des faits, on va réussir à sortir les gens des narrations complotistes. Alors que justement, ce qui séduit dans les narrations complotistes, c'est plutôt la forme, c'est plutôt le fait que c'est une histoire et c'est une narration qui est bien rodée, qui fait appel à des émotions. Et c'est ça qu'il faut réussir à recréer de notre côté. C'est réussir à trouver quel récit on peut opposer à ces récits conspirationnistes pour donner envie aux gens d'adhérer à nos idées. Yes. De la même manière que eux construisent ces récits conspirationnistes pour amener les gens vers leurs idées. Ouais, bon. En fait, juste, c'est que Wu Ming, par exemple, le terme qu'il utilise, c'est enchantement. En fait. C'est-à-dire que probablement aussi nous, du côté de la gauche, de l'antifascisme, de l'anticapitalisme, on manque un petit peu de magie, quoi. Et en fait, de remettre un peu de littérature, de fantaisie, d'artistique, de magie là-dedans, ça peut être aussi une façon de rendre les choses un peu plus sexy. Yes. Voilà. Bon, on part avec une petite critique et puis de nouvelles idées, ouais. C'est chouette. Puis un peu moins de debunking et plus d'enchantement. Alors on a un peu travaillé en plus au sein du Rasoir Doc sur esprit critique et poésie. Et du coup encore un clin d'œil à Gabriel avec qui on avait travaillé là-dessus. Et ouais. Du coup en effet je pense que ça va dans le bon sens et merci à vous pour ce point-là. Et il est temps de conclure. Eh bien, voilà une heure de bien remplie. Merci à nos invités, les militants de la coordination unitaire antifasciste d'Ariège, qui luttent contre les idées d'extrême droite. Merci aussi à Campus FM de nous accueillir et surtout à Thomas, qui réalise cette émission d'une main de maître. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Bisous, enfin peut-être. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Tu vas t'abîmer les oreilles avec ce truc. Et puis mon père, il dit que ça peut réduire l'audition. Vous venez d'écouter Enfin peut-être l'émission, le rendez-vous mensuel de la pensée critique, une émission proposée par le Rasoir Doc avec le soutien considérable de Campus FM. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes et les autres formats du podcast Enfin peut-être sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous faire vos retours, satisfaits ou critiques bien sûr. Et on se retrouve bientôt pour de prochaines réjouissances. Enfin peut-être.